un nègre à la peau mate, un de ces nègres que le soleil rate. Chester Himes, Le paradis des côtes de porc, nouvelle, tome 2, traduit de l'américain par Lily Stein. NRF Gallimard, titre original Collected Stories, 1990, édition Gallimard 1997 pour la traduction française. Et Paris s'est bourré de Ku Klux Klan. Hey, 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 Mr. Chester Himes, j'ai la destitue à la CIA, j'ai le milieu à la mafia, t'as les turquines, j'ai fait le barcade. Toutes les chances. On entendait la voix du chef du service des libérations conditionnelles et sur parole qui disait « Vous avez toutes les chances de réussir. Vous aurez le soutien de ce service. Vous aurez l'aide et l'encouragement de votre contrôleur judiciaire. Vous aurez toutes les chances, compléta Ted Cole, et il cessa d'écouter. On aurait dit sa maman qui lui ordonnait de manger son porridge s'il voulait devenir président. Après tout ce porridge qu'il avait avalé. Il promena son regard sur les visages de ses co-détenus. Certains d'entre eux paraissaient écouter avec une attention enthousiaste, d'autres faisaient ostensiblement semblant. Quelques-uns se parlaient à voix basse sans même chercher à donner le change. Il se demanda combien parmi les 52 détenus rassemblés dans la chapelle de la Christian Science pour recevoir leurs dernières instructions seraient capables, demain soir, de se rappeler ce que le chef avait dit après une première journée de liberté. Il détourna la tête pour cacher l'amusement qui se lisait sur son visage. La lumière éclaboussait ses cheveux noirs ébouriffés. Ses longs cils de fille donnaient à ses yeux une teinte bleu nuit, jetaient des ombres en taille douce sur ses joues lisses. Il avait un beau visage alerte avec une bouche sensuelle. Des fossettes se creusaient lorsqu'il souriait. Il avait un air de collégien. Ces 7 années de détention ne l'avaient pas marqué. Il redevint conscient de la voix du chef. Surtout, il faudra vous abstenir de boire de l'alcool sous quelque forme que ce soit. Le Bourbon a renvoyé en prison plus de libérés conditionnels que... Il se passa la langue sur les lèvres, il avait envie de s'en jeter. Non qu'il fût un picoleur, pensa-t-il très vite. Bien sûr, il ne crachait pas sur un petit verre de temps en temps, mais retourner en prison à cause de ça. En prison? Impensable. Certains d'entre vous sont ici pour des crimes commis sous l'influence de l'alcool, continuait la voix. Il aurait voulu pouvoir l'arrêter. Rester là assis immobile à écouter ses radotages lui donnait des crampes. Il dirigea son regard vers la fenêtre. Des détenus passaient, marchaient au pas dans l'après-midi. Un avion formait un minuscule point mobile sur fond de nuages blancs teintés de soleil. Le ciel plongeait vers une lisière de murs gris. Des barreaux divisaient le paysage en carrés bien nets. La prison. Plus pour lui. Il ne reviendrait pas. S'il revenait, Mickey était grand-père. Au bout d'un moment, la voix s'arrêta. Un détenu très maigre, employé à l'administration pénitentiaire, commença à appeler des numéros. Numéro 23006, Cole. Ted s'approcha du bureau et signa une bonne demi-douzaine de papiers. « Encore heureux que je sache écrire, hein ?» dit-il. L'employé répondit « Ces deux-là sont pour vous. » Ted regarda les papiers. Instruction pour les prisonniers en liberté conditionnelle, à lire attentivement, et certificat de liberté conditionnelle. Les 2 documents avaient été signés par le directeur de la commission des libertés sur parole. Il les rangea avec précaution. Après tout, il lui avait fallu 7 ans pour les obtenir. Il reçut un costume de tweed gris le lendemain matin. L'employé des enregistrements lui donna une longue enveloppe en papier craft contenant ses 12 rapports mensuels, marqués « Service des enregistrements, call conditionnel numéro 6783 ». Il signa le registre et reçut une enveloppe contenant $10.84, sur laquelle était inscrit le mot « salaire ». Il pensa que ce n'était pas cher payé pour 7 ans. Il paya son billet de train $3.98, acheta un paquet de chewing-gum et une barre de chocolat aux amandes. La femme en manteau d'été bleu, assise de l'autre côté de l'allée, ne daigna même pas lui adresser un regard. Il laissa tomber et regarda le paysage défiler par la fenêtre. Le contrôleur passa et poinçonna son billet. Il se rappela la liste d'instructions et pensa que ce serait une bonne idée d'y jeter un coup d'œil. La liste commençait par « Dès votre libération, vous devez vous rendre immédiatement chez l'employeur que nous vous avons choisi, à savoir... » Il se demanda si c'était une blague. Puis il continua à lire. Au cas où vous estimeriez nécessaire ou désirable de changer d'emploi ou de résidence, vous devrez au préalable obtenir l'autorisation écrite du directeur, de l'officier des libérations conditionnelles ou du contrôleur judiciaire. Le premier de chaque mois, et ce jusqu'à votre libération finale selon les termes de la loi, vous devrez envoyer au contrôleur judiciaire un rapport sur vos activités, certifiant que vous avez été salarié pendant toute la durée du mois en cours et, dans le cas contraire, en donner les raisons.
Boire ou traîner dans des endroits peu recommandables ou avec des personnes de mauvaise réputation ne sera toléré en aucun cas et aucune excuse ne sera acceptée. Il continua pour voir si on lui recommandait aussi de dire ses prières le soir avant d'aller se coucher, mais il n'y avait rien sur ce sujet. Il pensa, bon, voilà une chose que je ne suis pas obligé de faire, c'est déjà ça. Il monta dans le premier taxi qu'il vit devant Union Terminal. Rien n'avait changé sur cette place, remarqua-t-il. Des clochards étaient assis sur les bancs. Les statues de célébrités locales étaient toujours aussi sales. Le bâtiment de la poste semblait l'être encore plus. Les piétons couraient toujours imprudemment sur l'enchevêtrement des rails de tramway. La boutique de prêt sur gage dans Saint-Clair réveillèrent ses émotions. Il eut envie de crier « Hé, Abby, je suis revenu !» Mais il se retint. Abby le saurait bien assez tôt sans qu'il ait besoin de le lui annoncer. Il quitta le taxi à la 55e rue. Il y avait 60 cents au compteur. Il s'arrêta dans un bar et commanda un double Kentucky Straight qui lui coûta 20 cents. Il mangea pour 55 cents un steak et 2 parts de tarte à la cerise et laissa 10 cents de pourboire au grec. Il descendit jusqu'à la 40e et retrouva la salle de billard de Tony Sparelli telle qu'il l'avait connue. Peut-être quelques accros supplémentaires sur les tapis de feutre, concéda-t-il après une inspection plus approfondie. Il trouva Tony dans l'arrière-salle. Tony sourit de toutes ses dents, lui serra la main et dit qu'il était heureux de le revoir. Un petit bossu surnommé Speedy avait pris sa place de croupier au blackjack. Tony lui dit que les temps étaient tellement durs qu'un singe en aurait mangé du poivre de Cayenne. Tout le monde joue au nombre maintenant, expliqua-t-il. Ted dit qu'il n'était pas venu réclamer son ancien boulot et Tony eut l'air soulagé. Speedy lui dit qu'il était d'accord pour faire une partie avec lui. Au bout d'une demi-heure, Ted avait perdu un demi-dollar et il s'arrêta. En arrivé au milieu de l'après-midi, il pensa qu'il était temps de se mettre à chercher du travail. Quand il en parla à Tony, celui-ci répondit « Du travail ? Il y a 50 millions de types qui en cherchent. » Comme Ed Jenkins, hein ? Ce vieil arnaqueur fantôme, hein ? Plaisanta-t-il imperturbable. Speedy lui conseilla d'essayer la blanchisserie Excelsior dans Superior. Il avait entendu dire que le chauffeur s'en allait cet après-midi même. Il laissa ses papiers de libération conditionnelle chez Tommy et alla à la blanchisserie vers 6 heures. Il tomba sur le chauffeur qui rentrait de sa dernière livraison. Il l'emmena voir M. Blocker, le directeur, et il fut engagé. 6 heures du matin, 6 heures du soir, une demi-heure de pause pour le déjeuner, balayer le matin et après le déjeuner, aider aux machines quand il n'y avait pas de livraison à faire, se rendre utile en général, 14 $ par semaine. Il trouva que ce n'était pas beaucoup, mais de toute façon c'était mieux que rien. Ce soir-là, il mangea pour 75 cents de poulet au Ritz, passa ensuite chez Tony pour quelques parties de billard. Son jeu était rouillé. Il partit à la droite à la taverne et fit le plein de bière. Vers minuit, il était à nouveau dans la rue, flânant, regardant simplement les gens qui passaient. C'était bon de se retrouver dans le tourbillon de la ville. Il rôda dans Theatre Square, traversa la place, s'arrêta un moment devant le Mayfair. À 2 heures, il était sur Prospect Avenue, devant l'hôtel Ambassador. Il pouvait voir la Terminal Tower illuminée. La circulation était dense. Le tramway coupa la nouvelle lune en deux. Une voix de femme dit derrière lui « Ben ça alors, bon sang de Dieu, $1, je crève pas de faim !» Il renversa la tête en arrière et se mit à rire. Il était chez lui. Une grande fille au visage anguleux, vêtue d'un tailleur masculin, gara un coupé Buick le long du trottoir et en descendit. Elle s'arrêta et le regarda rire. Puis elle passa son bras sous le sien et dit « Allons nous saouler et jouer à être quelqu'un ?» Il dit « D'accord », très vite avant qu'elle ne change d'avis. Puis il ajouta « Jouons à être un couple dans une publicité pour un matelas ». Elle le regarda du coin de l'œil et parut 5 ans de moins. « Double whisky et soda pour des oiseaux de nuit assoiffés », commença-t-elle. Il fit glisser le whisky sur la bière. Ça le tua. Il garda une vague impression de l'avoir entendu dire quelque chose comme « la variété dans le sexe » et « m'occuper de toi pour que tu n'aies pas de soucis » et « tu es mignon mais viril aussi ». Il se réveilla au lit avec elle vers 10 heures le lendemain matin dans un 4 pièces au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur de la 100e rue, entre Clyde et Carnegie. Il s'habilla et sortit en hâte sans la réveiller. Lorsqu'il arriva au travail, M. Blocker lui fit un sermon sur le chômage et lui retint la demi-journée. Tout l'après-midi, il ne cessa de penser à la fille de la 100e rue. Il songea qu'il lui avait tout raconté de son séjour en prison. Il en eut un peu honte. À mesure que les effets de l'alcool se dissipaient, il se rappelait mieux ce qu'elle lui avait dit. 2 phrases émergeaient en clair de ses souvenirs confus. Avec des yeux comme les tiens, un jour, tu donneras beaucoup de soucis à une femme, et ça ne me gênerait pas d'être cette femme-là. Et aussi, je m'occuperai de ta conditionnelle, je sais ce qu'il faut faire. Mais il ne se rappelait pas bien ce qui s'était passé. Il en éprouvait une sensation étrange. Il se dit qu'il ferait mieux de se tenir à l'écart de cette fille. Sinon,
Il se ferait arrêter en état d'ivresse ou bien dans un quelconque endroit douteux et se retrouverait en prison sans même s'en rendre compte. Il passa chez Tony en sortant du travail, prit ses papiers de libération conditionnelle, alla voir Miss Mulvaney dans la 38e rue et prit pension chez elle pour $8 par semaine. Après avoir écrit au contrôleur judiciaire, il décida d'aller au cinéma. Il lui restait $1.42. Il s'arrêta dans un bar de Chester Avenue et n'alla pas au cinéma. Après son 6e double whisky, les choses et les gens commencèrent à défiler comme des diapositives dans un projecteur. Il plaisantait avec le barman à propos du cheval et du nègre dans le film Green River. Il dévisageait 2 filles dans un box. Il prenait un taxi. Il disait à quelqu'un que le chauffeur attendait son argent. Cette fois, lorsqu'il se réveilla le lendemain, il était midi. La grande fille anguleuse ronflait doucement à ses côtés. Elle n'avait pas l'air si osseuse que ça, sans ses vêtements. Il remarqua une bouteille de whisky sur la coiffeuse. Il se leva, avala une grande lampée d'alcool, puis il se regarda dans la glace. Il avait les yeux injectés de sang. Il eut l'impression qu'elle le regardait, mais lorsqu'il tourna la tête, il constata qu'elle semblait dormir. Quand il se présenta à son travail ce jour-là, M. Blocker lui remit $1 et se dispensa de ses services. Miss Mulvaney reprit la chambre et parla de le faire jeter en prison. Aux environs de 5 heures cet après-midi-là, Tony lui expliqua qu'il préférait le voir traîner un peu moins chez lui. C'était autant pour le bien de Ted que pour le sien. Les flics pouvaient le voir chez lui et le rafler en un rien de temps. Tony écarta un peu plus les bras. Il ajouta que si les gens le voyaient là, ils penseraient que la salle de billard était un repère d'escrocs. Ted commençait alors à avoir sacrément faim. Il décida d'utiliser la moitié de son dollar pour manger et l'autre pour payer le tram et aller chercher du travail. Il prit le tram jusqu'au croisement d'Euclide et de la 105e, ce qui lui laissa 89 cents. Il s'acheta pour 4 cents de cacahuètes à un distributeur, puis il fit systématiquement tous les commerçants, en remontant jusqu'à Case Avenue, demandant s'il y avait du travail. Le 4e endroit où il tenta sa chance était un restaurant. On avait besoin d'un plongeur, de midi à 8 heures, 2 heures de pause, de 10 heures à 2 heures du matin, $8 par semaine. On l'engagea. Le directeur lui enjoignit de se présenter à 10 heures le soir même. Il résolut d'attendre de partir au travail pour manger. Il pouvait boire un verre ou deux et aller au cinéma. Il marcha jusqu'à Cedar Street, cherchant un bar pas cher. À 9h15, il s'enfilait ses doubles whisky à 15 cents au Douglas Club, dans la 79e. Le dernier verre fut un triple, qui eut raison de ses 85 cents. Il s'éternisa à le siroter comme s'il devait se séparer de sa bien-aimée. Il contempla sa belle couleur ambrée, comme s'il regardait dans une boule de cristal. Il se voyait avec la fille de la 100e rue, buvant du champagne à Monte-Carlo. Il se voyait avec elle, buvant du sherry à Londres. Il se voyait avec elle, sirotant du Bourgogne, ou était-ce de la bénédictine, à Paris. Il repensa à son tout nouveau travail, plongeur, certainement un boulot indigne d'une personne de goût, mais malheureusement il était en liberté conditionnelle. Il devait saisir toutes les chances de réussir. C'était bien ce que le chef avait dit, non? Ou bien qu'il fallait se donner toutes les chances. Il fronça les sourcils pour essayer de se rappeler la phrase exacte. Dans l'ardeur de sa réflexion, il oublia l'heure. Il était 9h45, il se leva d'un bond et sortit précipitamment. Il se dirigea vers Carnegie, marchant vers l'est. Il titubait légèrement, et la longue file des phares de voiture lui donna le vertige. Il pensa à la fille de la 100e rue. Elle devait avoir une bouteille de Red sur sa coiffeuse. Du whisky. Ce bon vieux whisky. Elle s'y connaissait plutôt bien, comme lui. Il commença à se dire « Je ferais aussi bien de ne plus penser à elle et de me dépêcher d'aller au boulot, sinon je vais me retrouver tout droit en tôle. » Il pressa l'allure, il entendait la voix claire de la fille « Je m'occuperai de ta conditionnelle, je sais ce qu'il faut faire. » Il pressa encore le pas. Le matin de Noël, il dit « Encore du porridge ?» Le gardien l'entendit. Le gardien dit « Commence pas à râler, tu as eu toutes les chances de manger la dinde et les marrons et... » Si Christophe Colomb avait remonté la Seine par le pont de Puteaux, le pont de Suresnes, il aurait découvert mon Harley. Mon Harley. Hey, Mr. Chester,